RCF. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était qu'une guerre, finalement, vous savez. Mais nos parents savaient. Ça mitraillait tous les jours, ça bombardait, alors. Je me rappelle surtout des avions, le bruit des avions. Et ça, ce bruit-là, je l'ai encore dans les oreilles. Le 6 juin, à 5 heures du matin, on est réveillé par un grondement sourd. Notre père nous a dit, c'est le débarquement. Nous sommes libérés. Nous sommes plus sur le joug des Allemands. Dans ce podcast RCF Les Enfants du Jour J, nous donnons la parole aux derniers témoins normands. À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, ils racontent leur jeunesse marquée par la guerre. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire d'Aristide Rose. Le 6 juin 1944, il avait 18 ans. Il vivait avec sa famille dans le manoir de Saint-Martin-le-Hébert, près de Bricbec en Cotentin. Le manoir était utilisé par les Allemands comme lieu de ravitaillement et échappera aux flammes de justesse au moment du débarquement. Les Enfants du Jour J, un podcast réalisé par Bénédicte Buisson pour RCF en Normandie. Les Allemands sont arrivés au manoir à la fin de 31 octobre, en 1943. J'ai les bons de réquisition de la fiette commandature de Cherbourg, par lequel, d'une minute à l'autre, ils pouvaient nous mettre dehors. Et j'ai vu des civils venir quelquefois, j'ai vu même le propriétaire un jour venir chercher son fermage. Les Allemands qui ont ouvert sa voiture, qui ont demandé, c'est pas pire. C'était comme ça, hein. Ils sont arrivés un bon jour, ils ont réquisitionné 2 pièces, 3 pièces, et puis ils mettaient surtout des farines, du sucre, des bougies. Même dans une chambre, c'était plein de tabac, de cigarettes. L'entrée du manoir, alors le poste de police, il y avait une douzaine de sentinelles qui étaient là. Parce qu'au début, il n'y en avait pas gros. Et il y avait 2 Allemands qui venaient de Sodva, parce que les officiers étaient au château de Sodva. Et il y avait 2 Allemands tous les soirs. Et ils venaient coucher dans la chambre où c'est que couchait Henri, juste auprès d'où c'est que notre chambre était là. Et leur chambre était à côté, pour voir si on bougeait dans la nuit. Et lorsque le dépôt était énorme, parce que comme du sucre, il y en avait peut-être 3 tonnes de sucre. Des sardines, des boîtes de sardines, il y en avait des tas énormes. Et puis au moment du débarquement, mais même avant, ils fabriquaient le pain. Dans les avenues, il y avait un dépôt de pain de 1500 sacs de 100 kilos. Ils fabriquaient 4000 boules de pain tous les jours, c'est-à-dire qu'il y avait 4 fours qui marchaient avec des batteries. Et en principe, une boule, c'était pour 6 soldats. Alors c'était tout le Cotentin qui était sous l'occupation, tous les Allemands qui étaient sous l'occupation, qui mangeaient les boules de pain de Saint-Martin. Les batteries, elles duraient 8 jours. Il fallait qu'ils rechangent la batterie pour chauffer les fours. Je discutais un peu avec eux, et quand il y avait une vache qui était prête à faire un petit veau dans la nuit, je leur disais, il allait être à ma vache, voir la vache si elle était en train d'envoyer son petit veau. Et puis, si elle envoyait le petit veau, je dormais au premier étage, j'entendais qu'il m'appelait. Aristide, vache, petit. Le jour de ses 18 ans, le 29 avril 1944, le maire donne son nom aux autorités allemandes et il est réquisitionné pour aller surveiller les chemins de fer. À cette époque-là, les civils français, la nuit, il fallait qu'ils gardaient la ligne chemin de fer qui reliait Cherbourg-Paris. J'avais un rendez-vous à la gare de Sodva, il fallait que j'y sois à 8 heures. On devait y être 2, manque de peau. J'étais tout seul. Alors,
À un moment donné, elle m'a dit, de 11h, vous allez partir en direction de Couville. Vous allez passer Saint-Jouvin. Et puis, vous savez, il y avait une baraque qui était faite, mais elle n'est pas facile à voir. Et puis, il faisait nuit. Alors, moi, je marchais, mais je n'étais pas trop fier. Parce que dans ces heures-là, le long de la voie ferrée, il y a du bruit partout. C'est quelque chose qui remue. Et puis, il y avait des trains qui nous passaient sur 1,50 m derrière nous, et sur le côté. On ne sait pas si c'est que des gars qui sont de résistance, qui sont là pour faire sauter les wagons. Alors, j'étais à bout, je fais demi-tour. Et puis, je arrive à la gare, je vois l'heure, j'avais 1 heure d'avance. Alors, il fallait que je passe devant le poste. Je me suis baissé pour ne pas me faire voir. Le soir, quand j'étais arrivé, j'avais fait connaissance du gars qui était de service à la gare, que je connaissais. Alors, à ce moment-là, je me suis baissé, puis je suis entré dans la gare avec le gars qui était de planton pour les trains. On discutait. Et puis tout d'un coup, il entend du bruit. Il va voir la porte. Dis donc, le chef de poste. Je me suis coulé sous le bureau. Et puis, le chef de poste qui arrive à discuter avec le service de garde des chemins de fer. Et puis, au bout d'1 heure, on dit je m'en vais parce qu'il y en a un qui va bientôt rentrer. C'était moi qui étais sur le bureau. Aussitôt, le gars des chemins de fer, il a regardé qu'il était bien rentré. Alors à ce moment-là, je suis ressorti en me baissant pour ne pas y être vu par la fenêtre. Et puis je me suis représenté sur l'autre sens. Vous n'avez rien vu de travers? Il me dit, mais enfin non. C'est impensable. Le maire, il ne m'a pas fait de cadeau. C'est vrai, il me serait arrivé quelque chose. Mes parents ont pu dire, dites donc, le jour de son anniversaire, vous l'envoyez garder la voie de chemin de fer. Aristide et sa famille se doutaient que le débarquement allait avoir lieu d'un jour à l'autre. On y pensait, oui. Il y avait de la résistance à Brickbeck, on y pensait. Et puis, il fallait voir la circulation dans les jours du débarquement. Parce qu'ils bombardaient Sottevard, entre Sottevard et Brie. Les Allemands fabriquaient les V1 et les V2. À Sottevard, ils fabriquaient les V2. Les ouvriers, il y avait les Todd, et puis il y avait des prisonniers russes qui étaient là, du côté de Sottevard, qui venaient, je sais où, mais il y avait peut-être 500 ouvriers. Et ils faisaient des trucs, on ne sait pas comment c'était, ça faisait tout un dépôt de béton et tout ça pour ces fameux V1, V2. Et quand ils bombardaient, moi je me souviens, j'ai vu les avions, il y avait une quinzaine d'avions ensemble, ils lâchaient leurs bombes ensemble, les bombes tombaient ensemble, tout explosait. Eh bien, j'aurais eu un appareil photo, prendre une photo, ça faisait comme une forêt. C'était extraordinaire. Et les Américains, ils bombardaient comme ça, et ils lançaient autant de bombes à retardement qui explosaient 2 jours après, pour empêcher que les ouvrières prennent du boulot. Et j'ai vu des bombes en montant la route, parce que j'avais porté du cidre avec les chevaux à Cherbourg. Eh bien, j'ai vu à 30 mètres, j'ai vu une bombe exploser. Et quand on monte, qu'on fait la route de Sottevard-Brie, et vous apercevez sur la route, il y a des coupures sur la haie. Eh bien, c'était des bombes qui explosaient plus tard. C'était extraordinaire, le truc. Ça retardait le truc du chantier des V2. Mais les Américains auraient fait le débarquement. Au mois d'août, les V2 tiraient sur l'Angleterre.
Le départ du manoir, c'était le 18 juin. Ma sœur Jeannette sortait de l'avenue avec la voiture à Anne. Et derrière la voiture à Anne, il y avait le chef des Allemands qui allait tous les matins à Sotteva voir les officiers, leur expliquer comment que la nuit s'était passée. Alors, en sortant de l'avenue, on est passé, Jeannette avançait, et puis tout d'un coup, une Jeep américaine venait de Rocheville, parce qu'on avait entendu mitrailler sur Rocheville. Ma sœur a abreuvé ses petits veaux, et puis elle revient à la maison. Elle dit « Papa, ça y est, j'ai vu des Américains. » « T'as vu des Américains? »« Oui, j'ai vu des Américains. » Il y avait 2 Américains dans une Jeep. Ils ont arrêté, ils m'ont regardé. Et puis ils sont partis, ils ont continué leur chemin. Alors, papa, aussitôt, a été voir les autres Allemands du poste de police. Il dit, dites donc, votre chef, vous n'allez peut-être pas le revoir parce que les Américains étaient au bout de l'avenue tout à l'heure. Alors, comme c'était des gars qu'on avait marre, 50 ans, papa leur dit, à l'entrée, mettez un drapeau blanc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à l'entrée du manoir, c'est juste là, il y a une fenêtre qui est là à l'entrée, et ils mettent le drapeau blanc. Nous, on en met un dans les pièces par derrière. Et puis, au bout d'une heure et demie, qu'est-ce qu'on voit? L'Allemand avec du renfort, grenades, fusils mitrailleurs. Et puis il y avait des mitraillettes qui étaient dans le logement de l'entrée. Et puis tout d'un coup, on les a vus qu'ils se sont mis autour du manoir. Alors, nous, à ce moment-là, on est partis. On a été en direction de la ferme, parce qu'il y avait un coin par là où c'est quand ça bombardait, qu'on se mettait à l'abri, parce qu'on avait peur que Saint-Martin soit bombardé. Et puis, on est parti là, par là. Maman avait préparé des gamelles pour manger là-bas, directement. On mange, et puis, vers 2h d'après-midi, il y a Jeannette qui dit « Papa, je veux aller au manoir. » « Tu veux aller au manoir? »« Oui, je veux aller au manoir. »« Mais pourquoi tu veux aller au manoir? »« J'ai pas soigné mes lapins. »« Oh ben écoute, tes lapins, il y a d'autres choses à penser. »« Si, je veux y aller. » Eh bien, écoute, tu vas y aller, mais j'y vais avec toi. Alors, il en passait auprès des sentinelles, et puis moi j'étais derrière, j'étais à 10 mètres derrière. Ils sont entrés, ils ont ouvert la porte, ils sont entrés, et puis il y a un escalier qui va au premier étage. Ils ont monté l'escalier. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Une caisse de bidon d'essence qui était depuis 6 mois dans le pigeonnier, qui était depuis qu'il était arrivé là, et puis une grosse balle de paille qui était là. Papa s'est dit, ça y est, c'est pour mettre le feu. Aussitôt, il est rentré dans la cour, puis il a été voir le chef de poste. Il dit, mais dites donc, ce que vous avez mis au premier étage, pourquoi faire? Ordre du commandant de brûler. Mais oui, mais pourquoi brûler? Vous allez y être prisonnier. Vous serez peut-être content de manger ce qu'il y a à l'intérieur. Juste à ce moment-là, on a entendu la mitraille en direction de Sotteva. On a tellement que ça mitraillait qu'il pouvait y être dans les avenues. Les chefs de la officine, ils sont entrés dans la cour, ils sont groupés, et puis ils ont pris le chemin. Et ils sont partis dans le bois. Et si ma frangine n'avait pas parlé des lapins, eh bien, c'est sûr que le manoir brûlait. Une fois qu'ils sont partis, les Allemands, les gens sont venus avec leurs sacs, et puis ils repartaient avec le sac plein. Là, qui venaient en carriole, il y avait des clients. Mais il y avait des stocks impensables
Parce que la grandeur du manoir, ça fait 40 et quelques mètres de cour. Et devant le manoir, il y avait une grande baraque qui faisait au moins 6-7 mètres de large. Il y avait 2 mètres de marchandises qu'on ne trouvait pas. Des huiles, de tout. Papa surveillait quand même les gens qui n'en prennent pas trop, puis qu'il y en ait le plus possible qui en profitent. Alors il s'est avéré qu'à un moment donné, des gens, mais dès 5 heures du matin, ils venaient. Il y a des gens qui venaient de Bridbeck, qui venaient chercher, et puis ça bousculait. Et il y en a qui prenaient des pâtes qui n'auraient jamais mangé, mais ils en prenaient presque 50 kilos. C'était fou. Alors, à un moment donné, papa voyait que ça bousculait trop. Il a appelé la gendarmerie de Bridbeck. Mais la gendarmerie de Bridbeck avait été bombardée. Les gendarmes de Bridbeck étaient montés du côté du Voitot. Et à Bridbeck, il y avait la gendarmerie maritime qui était arrivée à Bridbeck, dans une ferme. Et ces gendarmes-là, un jour, ils sont venus au manoir, et ils ont chargé tout ce qu'ils ont pu mettre dans le car. Papa les a vus faire. Il a dit, mais je m'excuse, mais messieurs, je serais peut-être questionné. Où c'est que ça s'en va, votre marchandise? Eh bien, ce sont pour les sinistrés, ça s'en vers le vicomte. Bon. Il dit, mais c'est bien, si c'est pour les sinistrés. C'est parti, forcément, il ne pouvait pas s'empêcher. Mais ça n'empêche pas que 7-8 jours plus tard, les gendarmes de Bridbeck reviennent à Bridbeck et ils sont venus demander de questionner comment que ça s'était passé, la distribution. Alors papa leur a expliqué. Alors les gendarmes de Bridbeck se sont renseignés à Saint-Sauveur s'il y avait eu une bonne distribution. Manque de chance, ils n'avaient rien vu. Ils n'ont rien vu. Il y a eu une discussion, et puis ça y est, entre les officiers. Et puis, ils ont été questionnés. Et il y a un adjudant, c'est lui qui avait dit, qui était responsable du truc. Quatre ans après la guerre, Aristide doit faire son service militaire. La situation est alors inversée. On lui demande d'aller occuper l'Allemagne. Et je me suis trouvé débarqué dans la Sarre, du côté de Saarbrück. Ça y allait. Il fallait surtout qu'on marque les occupants. Et si on se promenait dans les rues, il ne fallait pas qu'on descende qu'un officier nous voit descendre de trottoir pour que les Allemands continuent à avancer. C'était eux qui devaient descendre. Mais par contre, les Allemands qu'on rencontrait, ils étaient très, très sympas. Je garde le souvenir de tout ça. Et quelque chose que j'ai fait il n'y a jamais eu, je ne me rappelle pas. Les enfants du jour J, un podcast RCF qui donne à entendre les derniers témoins du débarquement. Une série réalisée par Bénédicte Buisson et Alice Létondo. À retrouver sur rcf.fr et les plateformes d'écoute.